Naruto Gaiden, la spirale au cœur du tourbillon, c'est le titre du manga one-shot sur Minato qui vient de sortir, et comment vous dire, j'ai surkiffé. En fin d'année dernière, on avait eu le droit à un sondage sur nos personnages préférés de la franchise, et après un mois et plus de 4 millions de votes, c'est le 4ème Hokage qui avait été choisi par les fans, juste devant Itachi. Le vainqueur de ce sondage de popularité devait avoir droit à son propre manga, et du coup, chose promise, chose due, Kishimoto vient de nous pondre un spin-off d'environ 50 pages bien banger. Après le fils puis le petit-fils, c'est au tour du père d'avoir droit à sa propre histoire, la boucle est bouclée. Yo tout le monde, très content de vous retrouver pour cette analyse du one-shot sur Minato. De la relation Minato-Kushina à celle Minato-Jiraiya en passant par les origines du Rasengan, il y a pas mal de choses à dire, donc je vous propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on attaque directement la review. Let's go. Bon, avant de nous replonger dans la lecture, je précise que, perso, la longueur de ce manga one-shot m'a pas du tout dérangé. J'ai vu pas mal de gens se plaindre que ce soit trop court, surtout que Kishimoto a commencé à bosser dessus depuis mi-avril au plus tard, vu que c'est à ce moment-là que les résultats du sondage ont été révélés, et aussi que le manga Boruto a été mis en pause. Sauf que les gars, Kishimoto a dû imaginer, scénariser et dessiner ce one-shot à partir de zéro. Enfin, zéro, on se comprend, il avait sans doute déjà commencé à réfléchir avant, et il a exploité des éléments déjà abordés dans l'œuvre originale, mais je veux dire, même si Minato est un personnage super populaire, le gagnant du concours aurait très bien pu être Itachi, voire même Sakura ou un autre. Donc forcément, il pouvait pas se permettre de commencer à rédiger un script sans être sûr du vainqueur. Et comme j'ai dit, avant ça, il devait bosser sur le scénario de Boruto, qui est vraiment banger en ce moment, donc on va pas se plaindre non plus. Sans compter que dans ce one-shot, en une 50aine de pages, on a 3 pages couleurs, et plus de double pages que dans tout le manga Boruto. Et je veux vraiment pas cracher sur le travail d'Ikemoto, normalement vous savez que je suis même plutôt un de ses rares défenseurs, mais faut avouer que Kishimoto Sensei est juste sur une autre planète niveau dessin, le maître a vraiment pas perdu la main. Et franchement, ce one-shot c'est du miel, donc plutôt que d'être aigri en se disant que c'est trop court, moi je dis soyons contents d'avoir eu ces 50 pages. Bref, maintenant que ça c'est dit, on peut passer à la lecture. Le one-shot commence alors que Minato, Jiraiya et 2 autres shinobi de Konoha font face à Anne et Roshi, les 2 Jinchuriki d'Iwa sur un champ de bataille de la 3ème Grande Guerre Ninja. Et le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est la maîtrise de leurs démons à queue dont font preuve Anne et Roshi. Les 2 bougs ont l'air d'invoquer un genre de Susanoo avec la tête de leur bijou, et ils maîtrisent l'orbe des démons à queue, ce qui me fait revoir un peu à la hausse la maîtrise entre guillemets standard d'un démon à queue par son Jinchuriki, même si ce dernier est imparfait. Parce que pour rappel, dans l'œuvre originale, seuls Killer Bee, Yagura et plus tard Naruto sont qualifiés de Jinchuriki parfait, donc voir Anne et Roshi aussi à l'aise avec leurs bijoux pourrait remettre un peu en cause la définition pour certains. Mais en réalité, quand on regarde bien, ça contredit pas spécialement la notion de Jinchuriki parfait. Parce que, pour rappel, on a aussi vu Yugito se transformer complètement en Ibi contre Kakuzu et Hidan, et Killer Bee explique plus tard à Naruto que tous les Jinchuriki sont capables de se transformer en bijoux et d'utiliser le bijou Dama. La différence fondamentale entre le Jinchuriki parfait et imparfait, en vrai, elle réside plutôt dans le fait qu'une fois en mode bijou, le Jinchuriki imparfait s'expose à des gros risques. Comme l'explique Yuki, quand le Jinchuriki exploite le chakra de son démon, il crée un pont entre son chakra et celui de son bijou, ce qui permet au démon de lui aussi puiser dans les réserves de son hôte. Et bien sûr, comme les réserves de l'hôte sont beaucoup plus faibles que celles de son bijou, à ce petit jeu, c'est toujours le démon qui gagne si l'hôte surexploite le bijou mode. En gros, comme Naruto avec son KCM, le Jinchuriki imparfait peut très bien exploiter le chakra de son démon à queue, il est juste limité dans le temps par ses propres réserves de chakra, et la quantité que le bijou lui aspire quand son hôte est en bijou mode. Par contre, le Jinchuriki parfait n'a pas cette limite, vu que son démon collabore avec lui, ce qui implique que l'hôte et le bijou ne se disputent pas leurs chakras respectifs, là encore comme expliqué par Bi et Hachibi. Ça explique pourquoi Yugito est capable d'entrer en mode bijou et envoyer des orbes des démons à queue, sans pour autant être qualifié de Jinchuriki parfaite, et c'est typiquement le cas de Anne et Roshi dans ce one-shot. En gros, ils sont juste d'excellents Jinchuriki, mais leur maîtrise ne contredit pas du tout la notion de Jinchuriki parfait, elle fait juste revoir à la hausse la maîtrise potentielle de son démon à queue par un hôte entre guillemets imparfait dans un temps donné. Mais bref, revenons-en à la lecture. Anne et Roshi ont l'air d'acculer Jiraiya et Minato avec leurs orbes des démons à queue, mais ces derniers arrivent à se replier grâce à l'Iraishin de Minato. C'est d'ailleurs intéressant de noter que Minato maîtrisait déjà l'Iraishin à seulement 17 ans, et qu'il était déjà capable de téléporter plusieurs personnes avec, pendant que 3 Jonin spéciaux pouvaient seulement téléporter une seule personne dans l'œuvre originale. Et là vous vous demandez sûrement comment je sais que Minato a environ 17 ans dans le one-shot, vous inquiétez pas, j'y viens. En attendant, les 4 shinobi de Konoha ont été forcés de se replier face aux Jinchuriki d'Iwa, après que ces derniers leur aient expliqué que pour leur faire face, il leur fallait leur propre Jinchuriki, celui de Kyuubi, aka Kushina Uzumaki. Et puisqu'on parle de Kushina, magnifique transition vers la suite du chapitre, où on retrouve justement la jeune Jinchuriki, enfermée dans une tour juste à gauche du bureau des Hokage, au pied du monument des Hokage, plus précisément en dessous du visage d'Hashirama.
Alors qu'elle se réveille d'un cauchemar dans lequel Kyuubi tente de prendre possession de son esprit, Kushina s'apprête à sortir pour rejoindre Minato, qu'elle doit entraîner à maîtriser les Fuinjutsu du clan Uzumaki. Bon là, rien de surprenant, c'était déjà un truc qui était expliqué dans l'œuvre originale, notamment au travers du 4ème Raikage. Plus étonnant par contre, Kushina semble sous surveillance constante. 2 membres de l'Anbu sont postés devant sa chambre et l'escortent partout où elle va, histoire de l'empêcher de sortir de ce qu'ils appellent la zone protégée. Et ça c'est un élément qui est super important et qui, je trouve, manquait un petit peu dans l'œuvre originale. On avait déjà vu ce type de traitement pour d'autres Jinchuriki comme Killer Bee ou Gaara, mais c'est vrai que de voir Konoha traiter son Jinchuriki comme une arme de guerre en lui restreignant sa liberté, ça fait tout drôle. Et on imagine assez facilement que dès que Minato a accédé au poste de Hokage, il a appliqué une politique plus soft vis-à-vis du Jinchuriki, non seulement parce que déjà c'était sa meuf, mais aussi parce que cette privation de liberté de Kushina est l'un des thèmes principaux du one-shot, et elle va clairement totalement à l'encontre de la mentalité de Minato et Kushina qu'on nous y dépeint. Cette nouvelle politique aurait été perpétuée et respectée par Hiruzen plus tard, qui laissera le Jinchuriki de Konoha plus libre de ses mouvements, voire même un peu trop dans son cas. Bref, du coup Kushina retrouve Minato avec ses 2 gardes, mais ce dernier lui explique qu'il va pas pouvoir s'entraîner au Fuinjutsu Uzumaki aujourd'hui parce qu'il veut perfectionner un nouveau jutsu. Au début, il prétexte qu'il veut pas prendre le risque de blesser Kushina avec ce jutsu imparfait, mais on comprendra plus tard qu'il s'agissait d'une excuse. Et cette scène elle est super intéressante, et ce pour plusieurs raisons, donc on va procéder par étapes. Déjà, on a une petite case où on aperçoit Kakashi, Gai et Obito, ce qui va nous permettre de situer chronologiquement les événements de ce one-shot. On sait que Kakashi et Gai se sont rencontrés lors de l'examen d'entrée de l'académie. On sait aussi que Kakashi a été promu Genin à 5 ans, Gai à 7 ans et Obito à 9 ans. Ça peut paraître jeune, mais c'est justifié par le fait qu'en temps de guerre, les promotions étaient anticipées pour envoyer le plus tôt possible les enfants ninja au charbon. Or, dans ce petit panel, on voit qu'Obito n'a pas encore son bandeau frontal, mais on voit aussi que le design de Gai ne correspond pas à celui qu'il a lors de son entrée à l'académie, et celui de Kakashi correspond plus ou moins à celui qu'il a quand il découvre son père mort dans leur maison, environ 5 ans avant les événements de Kakashi Gaiden où Obito et lui ont 13 ans et Minato 23. Donc Kakashi et les autres ont entre 6 et 8 ans sur ce panel, vu qu'encore une fois, Obito n'a pas encore son bandeau frontal et est donc sans doute toujours aspirant. Et comme on sait que les 3 gosses ont 10 ans de moins que Minato, Minato a entre 16 et 18 ans. Voilà pourquoi j'ai coupé la poire en deux et j'ai tablé sur 17 ans, sachant que les chara-design de Minato et Kushina collent pas trop mal. Ensuite, autre truc super intéressant, les 2 shinobi qui accompagnaient Jiraiya et Minato contre Han et Roshi sont aussi présents, et celui qui s'appelle Dekai parle d'équipe 6. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a enfin eu droit à la team Jiraiya on panel, et ça les amis, ça fait plaisir. Bon, faut avouer que le design de Dekai a été pas mal retravaillé, mais celui de l'autre membre de l'équipe 6 a été plutôt respecté, donc ça passe. En plus, Team 6, Team 7, bref, vous avez capté le petit clin d'œil, et c'est typiquement le genre de truc que je kiffe. Enfin, le dernier truc intéressant dans cette scène, on voit que Kushina tente de suivre Minato et les autres, mais elle est immédiatement retenue par un de ses gardes du corps. En fait, passé cette limite, Kushina sortirait de la zone protégée, zone partant de la tour où elle est enfermée, et dans laquelle son saut du hake retenant Kyuubi est renforcé. Et quand on sait que contrairement à Naruto, Kushina renferme 100% du chakra de Kyuubi, on peut comprendre que le seul saut des 4 symboles soit un peu léger, surtout que Kushina a environ 17 ans et qu'il a largement eu le temps de s'affaiblir. Et bien sûr, ça va pas louper. Frustré de ne pas pouvoir voir Minato et d'être retenu par les hautes instances du village, Kushina arrive à échapper à la surveillance de ses gardes en les immobilisant avec ses chaînes, histoire de rejoindre Minato sur le 3ème terrain d'entraînement qui se trouve bien sûr en dehors de la zone protégée. D'ailleurs, Kushina qui one-shot 2 Anbu en forme de base, on en parle ou... Bref, en parallèle, on retrouve justement Minato et Jiraiya sur le terrain d'entraînement, et oh surprise, la technique à laquelle s'entraîne Minato, c'est le Rasengan. Bon, j'avoue, c'était sûr, mais ça n'empêche pas que ça fait plaisir de voir mis en scène la création de la technique la plus iconique de Naruto. Comme évoqué par Bee et Jiraiya dans le manga, on voit que Minato galère à stabiliser la masse de chakra. Mais grâce au conseil de son sensei, Minato parvient à finaliser la technique et créer son premier vrai Rasengan. D'ailleurs, Jiraiya nous rappelle une petite info pas très importante mais qui continue de développer le lore de Naruto. Apparemment, ce serait mieux de pétrir son chakra en le malaxant dans le sens de son implantation capillaire, et il ajoute que les ninjas avec une double implantation seraient plus doués que les autres en ninjutsu. Alors clairement c'est osé tiers comme info, mais je vous jure que je suis trop client de ce genre de petites infos bonus. D'ailleurs, puisqu'on parle de Jiraiya, on en parle de la scène où il partage sa glace avec Minato comme il le faisait avec Naruto. Je suis sûr que certains d'entre vous ont versé leurs petites larmes. Et alors clairement c'est fanservice, mais bordel ça fonctionne. En plus, globalement, la relation Jiraiya-Minato elle est incroyable. On voit clairement qu'ils ont des synergies de ouf, que ce soit sur ou en dehors du champ de bataille, et on voit à quel point Jiraiya est fier de son élève, en qui il voit un pur génie, l'enfant de la prophétie. Masterclass.
Tout de suite après, Jiraiya doit partir en mission, temps de guerre oblige, ce qui laisse Minato seul sur le terrain d'entraînement, où il est finalement rejoint par Kushina. Et là, on a un des tout meilleurs dialogues de ce one-shot entre Minato et Kushina, dans lequel le premier explique à la seconde qu'il travaille depuis longtemps en secret, 3 ans à en croire Jiraiya dans l'œuvre originale, pour élaborer une technique capable de contrer l'orbe des démons à queue en copiant ses propriétés. Minato explique même s'être spécialisé dans les combats contre les Jinchuriki des autres villages, pour pouvoir les observer de près et perfectionner son jutsu. Dans ce dialogue, on comprend tout l'amour que Minato a pour Kushina, et ça renforce l'idée que Minato est vraiment devenu le shinobi qu'il a été grâce à elle. Il a appris le Fuinjutsu Uzumaki pour elle, il a créé le Rasengan pour elle, bref, rien de spécialement nouveau en termes de lore, mais rendez-vous compte, ça fait presque 10 ans que Naruto est terminé, et Kishimoto continue de cuisiner pour nous servir ce genre de masterclass. Malheureusement, ce petit moment d'émotion est vite interrompu par Kyuubi, qui profite du saut fragilisé pour tenter de s'emparer de l'esprit de Kushina. Le chakra du démon s'échappe et Kushina repousse violemment Minato. Bien sûr, Minato est blessé, mais il arrive à encaisser et à revenir à temps sur Kushina pour empêcher Kyuubi de s'en prendre à elle dans son espace spirituel. Minato n'a jamais été dépeint comme un shinobi très résistant physiquement, mais c'est pas la première fois qu'il montre une grosse résilience, comme ici où il continue à combattre avec le torse découpé, ou même à l'époque où il avait scellé la moitié de Kurama malgré un gros trou dans la poitrine. Et plus tard dans ce one-shot, il réalisera un exploit similaire. Donc oui, Minato n'est pas résistant physiquement, mais sa vitesse couplée à sa résilience et à son endurance compense largement. Bref, Minato se dépêche de renforcer le saut de Kushina avec son propre Fuinjutsu pour tenter de maîtriser Kyuubi, et c'est là que le démon renard fait la déclaration qui a fait le plus parler les fans. En fait, Kurama il dit, je cite, « Il parvient à renforcer le saut des 4 symboles. Je n'ai pas vu un tel shinobi depuis Hashirama, le premier Hokage. Il existe donc encore un type pareil ?» Fin de la citation. Dans la traduction anglaise, Kurama utilise l'expression shinobi de ce calibre, ce qui veut pas dire exactement la même chose, mais de toute façon je vais désamorcer tout de suite le truc. Non, Minato à 17 ans n'est pas du niveau d'Hashirama en combat. Comme toujours les amis, le contexte. Kurama constate qu'un shinobi non Uzumaki arrive à le restreindre avec son Fuinjutsu, chose qu'il n'avait pas vue depuis l'époque d'Hashirama et Mito. Donc cette déclaration, elle fait plutôt référence au talent de Minato en Fuinjutsu et à sa capacité à restreindre Kyuubi avec. C'est littéralement ça le contexte de la page. Parce que ce one-shot, il fait un truc super intéressant et dont on n'a pas encore parlé, il dresse un parallèle entre Minato et Hashirama. Et vous savez à quel point Kishimoto est fort là-dessus, il fait toujours des parallèles narratifs entre ces personnages pour créer un lien entre eux. Ici, le lien entre Minato et Hashirama, c'est leur amour pour la Jinchuriki de Kurama de leur époque, se trouvant toutes deux être des Uzumaki ayant hérité et transmis leur savoir en Fuinjutsu aux shinobi qu'elles aiment. Hashirama a su s'approprier ce Fuinjutsu en le couplant aux propriétés de son Mokuton puis à son Senjutsu, notamment avec ses portes du dieu de la lumière que le databook décrit comme une technique exploitant à la fois l'énergie naturelle de l'utilisateur et du Fuinjutsu pour immobiliser sa cible. De la même manière, Minato arrive à renforcer le saut du hake de Kushina avec son propre Fuinjutsu, et plus tard, il incorporera même sa marque Hiraishin dans le saut. Bref, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Kurama compare le talent de Minato à Hashirama, surtout dans leur capacité à restreindre sa puissance via le Fuinjutsu, pas la peine de s'emballer. Et puis de toute façon, il n'y a qu'à voir, ce jeune Minato arrive à peine à contenir momentanément Kyuubi avec son Fuinjutsu, pendant qu'Hashirama arrive à immobiliser Jubi avec ses portes, le tout en Edo Tensei, donc il s'agirait de doser un peu. Et puis bon, des shinobi qui ont autant emmerdé Kurama, ça court pas les rues, donc logique que la comparaison se fasse, mais ça s'arrête là. D'ailleurs, pour supporter cette interprétation, juste après que Kurama ait fait sa comparaison, on a un petit flashback de Kushina et Mito, dans lequel la femme du Shodai explique que malgré les contraintes qu'implique le statut de Jinchuriki de Kyuubi, il est possible qu'un hôte trouve le bonheur et transcende son simple statut de Jinchuriki en trouvant l'amour. Elle fait même l'analogie en expliquant à Kushina la différence entre une spirale, le symbole du clan Uzumaki, et un tourbillon, ce qui donnera son nom au one-shot, mais aussi à la technique de l'orbe tourbillonnant qui est mise en avant. Une spirale est plane et bouclée sur elle-même, alors que le tourbillon est en relief. Autrement dit, la vie d'un Jinchuriki peut ressembler à une spirale infernale, une boucle dans laquelle il se réveille tous les jours en haut de la même tour d'argent, observe les mêmes paysages et fréquente les mêmes gardes surveillant ses moindres mouvements, mais en trouvant l'amour, le Jinchuriki donne de la perspective à sa vie, transformant la spirale en tourbillon. Je vous jure les gars, Kishimoto il écrit juste trop bien, c'est abusé. D'ailleurs, en se rappelant de cette petite conversation avec Mito, Kushina trouve la force de reprendre ses esprits et elle déploie ses chaînes pour essayer de restreindre Kyuubi. Mais sans surprise, le démon est trop puissant et il force Kushina à entrer en version 2 et à empaler Minato. Mais le futur Hokage tient bon, et grâce au puissant lien qui les unit, Minato parvient à faire entrer son chakra en résonance avec celui de Kushina pour accéder à son espace spirituel. Et là on a à nouveau un parallèle très intéressant avec l'œuvre originale. Ici, Kishimoto reprend par 2 fois une case déjà présentée dans le manga, où on voit Mito expliquer à Kushina ce dont je parlais sur l'amour et la condition de Jinchuriki. A l'époque, cette case était apparue après que Kushina soit venu en aide à Naruto dans son espace spirituel, pour lui permettre de soumettre Kurama en le frappant avec un Rasen Shuriken. Et du coup, c'est pas un hasard si cette case réapparaît pile quand Minato et Kushina s'apprêtent à affronter tous les deux Kurama, là encore dans la dimension spirituelle justement.
Exactement comme avec Naruto dans le manga, Kushina utilise ses chaînes pour restreindre Kyuubi pendant que Minato le frappe avec un puissant Rasengan. Et comme à l'époque, on a le droit à une magnifique double page, même à une double page ici, où le Rasengan de Minato clash avec l'orbe des démons à queue de Kurama. Bon, faut avouer que dit comme ça, l'exploit de Minato paraît encore plus impressionnant que celui de Naruto mode ermite, vu que déjà on parle de Kurama 100% et qu'en plus il y a carrément un clash avec une bombe bijou. Mais faut quand même pas oublier que là on a une Kushina bien vivante qui restreint Kyuubi avec ses chaînes, pas juste un résidu de son chakra comme dans le cas de Naruto, et comme j'ai dit, le one-shot semble indiquer que les propriétés du Rasengan sont tellement similaires à celles de l'orbe des démons à queue que ça counter entre guillemets le bijou d'Ama. Après attention, ça reste un feat super impressionnant de la part d'un tout jeune Minato qui vient tout juste de développer la technique. Enfin bref, grâce à ça, les deux jeunes shinobi parviennent à maîtriser le démon renard, et Minato se réveille sur un lit d'hôpital, et allô? Là il se passe un truc un peu suspect. Bon là on comprend qu'il a été soigné par Tsunade, mais je vous avoue c'est un peu chelou vu que normalement elle a arrêté la médecine après la mort de Dan pendant la deuxième grande guerre ninja. Enfin bon, on peut imaginer qu'elle a fait une exception pour l'élève préféré de Jiraiya, et c'est pas nécessairement incohérent si on se dit qu'elle a juste coordonné l'opération façon Dr House, on va dire que ça l'empêcherait pas d'avoir sa phobie du sang qu'on nous explique au début du manga. Et puis bon, finalement, heureusement qu'elle était là, parce que vu le trou que Kushina avait fait dans le beat de Minato, sans Tsunade, on aurait peut-être juste pas eu de Naruto tout court. Une fois sur pied, Minato et Kushina s'apprêtent à reprendre leur entraînement au Fuinjutsu, et ils profitent d'un petit moment tous les deux pour discuter de la nouvelle technique que Minato avait développée en secret. C'est là qu'on apprend que Minato voulait entre guillemets offrir cette technique à Kushina pour l'aider à faire face aux autres Jinchuriki, si jamais elle était envoyée sur le front de la troisième grande guerre ninja. Bon, le truc ici c'est que même dans la trad anglaise, Minato dit vouloir donner ce jutsu à Kushina. À mon avis, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Minato a développé la technique pour appuyer Kushina dans des combats éventuels contre d'autres Jinchuriki, pas qu'il voulait la lui apprendre, sinon ce serait un peu bizarre. Bref, Minato révèle à Kushina le nom de cette nouvelle technique, mais sans surprise, Kushina trouve ça nul. Et faut avouer que Minato a toujours été meilleur pour exécuter les jutsu que pour les nommer. Du coup, Kushina décide que comme cette technique a été créée pour elle, c'est à elle de choisir son nom. Le one-shot se termine donc sur une magnifique double page où le visage de Minato se confond avec le monument des Hokage où il sera plus tard gravé, et où Kushina décide de nommer la technique Rasengan, l'orbe tourbillonnant, ce qui continue de filer la métaphore de Mito, tout en illustrant que grâce à Minato, sa vie vient de passer d'une spirale à un tourbillon. Voilà les potos, je crois qu'on a fait le tour de cette analyse du manga one shot sur Minato. Enfin, je dis sur Minato, mais en vrai c'était tout autant sur Kushina, et je trouve que c'est justement ce qui en fait un excellent spin-off. D'autant qu'ici, le Rasengan représente vraiment la relation Kushina-Minato, et quand on sait qu'il sera plus tard transmis à leur fils Naruto, ça rajoute encore un niveau de lecture. Parce que franchement, avec le teasing que nous avait fait Kishimoto, on aurait pu s'attendre à simplement voir comment Minato a mis au point la technique, et au final, on se retrouve avec un truc encore plus symbolique, super travaillé, et avec des dessins god tiers, donc perso je suis absolument pas déçu, au contraire. Dites-moi ce que vous avez pensé du one-shot en commentaire, les potos, je suis grave curieux d'avoir vos avis. Si vous voulez en discuter avec moi et d'autres membres de la communauté, mon Discord est là pour ça, je vous mets comme d'hab le lien en description. Et si vous avez kiffé la review, on n'oublie pas le petit like, le partage, tout ça, ça soutient énormément la chaîne. Sur ce les potes, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée, et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.